J'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir à Niamey, sur le bord du Niger, à l'occasion de ce double sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique d'une part, et sur l'évaluation du processus de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf d'autre part. Je voudrais remercier du fond du cœur tous les chefs d'État et de gouvernement et chefs de délégation qui ont fait ce déplacement, en particulier les chefs d'État pour qui le mois de novembre a été un mois saturé par différentes réunions internationales. Et à cet égard, je voudrais rendre un hommage particulier au président du Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa, qui est arrivé à 5 heures du matin depuis le Zimbabwe lointain. Il fait en cela ce qu'avait l'habitude de faire le président Mugabe. Ces dirigeants du Zimbabwe ont l'amour de l'Afrique chevillé au corps. Je voudrais remercier particulièrement aussi le président Paul Kagame qui, dans un élan de disponibilité et de générosité caractéristique, a accepté au pied levé de supplanter son frère Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, et de présider notre réunion. Votre participation, les uns et les autres, à ce sommet est la preuve de votre engagement pour le continent africain. Ce sommet que nous organisons ici à Niamey manifeste l'engagement du leadership de l'Union africaine au plus haut niveau pour accélérer l'industrialisation en vue d'atteindre les objectifs durables 2030 et de l'agenda 2063 par la mise en œuvre de stratégies concertées avec tous les acteurs, publics et privés. Qui dit industrialisation dit forcément commerce, leur dynamique étant couplée. C'est ainsi que l'industrialisation de l'Afrique passe par la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, qui, elle, repose sur l'industrialisation. Ce qui est bon pour l'une est bon pour l'autre, et réciproquement, ce qui est mauvais pour l'une est mauvais pour l'autre. La promotion des deux doit tenir compte de cette dépendance positive afin d'obtenir un développement économique assuré. Permettez-moi à ce stade de mon propos de rendre hommage au président Issoufou Mahamadou, après le président Moussa Faki Mahamat, pour son engagement qui a largement contribué à faire de la ZLECAf une réalité. Nous attendons vivement la présentation de ce rapport qui ne manquera pas certainement d'alimenter nos débats. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour atteindre nos nobles et ambitieux objectifs d'une Afrique prospère, dynamique, inclusive et durable, il nous faut bien définir et faire preuve de pédagogie, il nous faut bien les définir et faire preuve de pédagogie afin de mobiliser les Africains autour d'un projet clair et partagé. Sachant d'où nous partons, notre situation actuelle, il convient de préciser de quelle industrialisation il s'agit. En effet, il n'y a pas si longtemps, la juxtaposition de ces deux mots, Afrique et industrialisation, pouvait paraître quelque peu incongrue. Aujourd'hui, l'interrogation qu'elle suscite est surtout celle des voies et des moyens, mais pas la question elle-même. Cela en soi est la preuve que nous prenons la bonne voie. Un proverbe nigérien dit qu'on ne peut pas arrêter un fleuve. Ce fleuve, c'est la somme des énergies conjuguées de nombreux Africains qui sont déterminés à améliorer leur situation, celle des jeunes en formation,
des entrepreneurs dans toute leur diversité, des décideurs qui ont à cœur le bien-être de leurs concitoyens et qui forment la masse critique dont le continent avait toujours eu besoin. Cette masse critique, elle est déjà là. Elle est en train de se révéler. On en perçoit le frémissement au travers de nombreuses initiatives que nous voyons un peu partout. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'optimisme n'empêche toutefois pas le réalisme. Pour nous donner toutes les chances de réussir, nous devons nous dire la vérité. S'agissant de l'état actuel de l'industrialisation en Afrique, le constat est frappant. Hormis quelques exceptions, l'économie africaine reste peu industrialisée et l'Afrique exporte de la matière première incorporant très peu de valeur ajoutée, tandis qu'elle importe des produits manufacturés à forte valeur ajoutée. Ce constat au niveau continental reste valable au niveau de chacun de nos États pris individuellement. 2 chiffres témoignent avec éloquence de cet état de fait. La part de l'Afrique dans le commerce mondial ne vaut pas 4%. Le commerce entre pays africains représente 17% de leur commerce global. Et c'est le faible niveau d'industrialisation de nos différents pays qui explique cet état de fait déprimant que rendent les statistiques que je viens de citer. Nul n'a donc besoin de statistiques macroéconomiques pour affirmer qu'en tant qu'Africains, nous savons exactement où nous en sommes aujourd'hui. Notre continent est riche en matières premières variées et riche d'une jeune population majoritairement rurale projetée à plus de 2 milliards de personnes à l'horizon 2063, dont la moitié aura dans les 25 ans à peu près. Ce constat serait trop simpliste si le monde qui est en train de connaître une révolution digitale n'était pas à la croisée de nombreuses crises géopolitiques, climatiques, énergétiques, industrielles, financières et économiques. Voilà donc le véritable défi pour nous. Appréhender la situation mondiale actuelle sans filtres idéologiques, sans dogme, pour agir en conséquence. Comment donc atteindre nos objectifs aux horizons temporels que nous nous sommes fixés, sachant que nous naviguons dans un monde soumis aux mutations, aux incertitudes, aux crises comme la guerre en Ukraine actuellement et aux aléas totalement imprévisibles comme ce fut lors de la Covid-19. Nous savons que toute stratégie d'industrialisation qui ne tient pas compte des conditions initiales actuelles, des incertitudes et des aléas, ou qui est basée sur l'hypothèse trop restrictive de leur stabilité est fragile et elle est vouée à l'échec à moyen terme. Il ne s'agit pas non plus de réinventer la roue. Les seules stratégies adaptées aux environnements changeants sont, nous le savons bien, les stratégies robustes, c'est-à-dire celles qui sont résilientes au changement, y compris au choc, et les chocs, il y en a eu et il y en aura à l'avenir. Nous devons donc piloter le processus d'industrialisation en adoptant une stratégie robuste et sans regret, car en fait, l'industrialisation est un processus dynamique. Sans regret, c'est-à-dire qu'à chaque étape, nous devons assumer les choix faits auparavant qui devaient donc être sous-pesés. En ce qui concerne les étapes, nous devons prendre en considération le fait que nous devons enthousiasmer une jeune population dont l'âge médian actuel est de moins de 20 ans. Nous devons être particulièrement prudents dans les options de notre industrialisation et veiller à utiliser nos ressources de façon efficiente. Il ne faut pas faire un feu de paille, mais allumer un feu d'industrialisation qui va brûler longtemps. Au-delà des grandes lignes définies par les objectifs,
Il nous faut définir des priorités pertinentes qui vont servir de socle solide à l'industrialisation. Oui, il faut renforcer notre base industrielle pour bâtir solidement. L'industrialisation et le commerce ont besoin d'une population dynamique, en bonne santé, d'où il découle que nos priorités sont l'alimentation, l'eau, l'habitat, l'énergie, les transports, les communications, la santé et l'éducation, et bien sûr les nouvelles technologies de l'information où nous pouvons faire un pas de géant. Les synergies et les interactions positives de ces secteurs sont évidentes. À cet effet, il faut tirer le maximum de nos ressources non renouvelables, notamment énergétiques, pour amorcer le moteur de l'industrialisation. Les propositions qui nous sont faites à l'occasion des différentes COP ne sont pas satisfaisantes pour le continent africain. Nous ne pouvons pas nous passer des énergies fossiles. Ce qui nous propose des mécanismes de financement qui peuvent nous assurer notre développement et l'accès à l'utilisation des énergies renouvelables nous font des propositions qui nous semblent comme des miroirs aux alouettes. Honnêtement, nous ne voyons pas avec précision des mécanismes qui nous permettent d'accéder aux technologies des énergies non renouvelables, mais surtout d'accéder aux capitaux qui sont en mesure de nous permettre d'assurer notre développement en utilisant les énergies renouvelables. Je disais tout à l'heure que notre continent est riche d'une jeune population. La jeunesse de la population et sa croissance, qui sont un défi, peuvent constituer un atout à condition de bien gérer la transition démographique. La transition démographique, la problématique de la population sont un problème réel, mais restons aussi positifs et considérons que nous avons un capital qui est la jeunesse de notre population et investissons donc dans cette richesse pour assurer son éducation et sa formation. Dans notre trajectoire d'industrialisation, nous gagnerons à tirer les leçons des expériences du monde industrialisé et des expériences singulières des uns et des autres, tout en faisant appel à notre génie propre. Établissons des partenariats avec les puissances industrielles, car, osons le dire, le futur de l'industrie et du commerce est en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne veux pas faire un discours académique sur l'industrialisation, ni traiter de façon extensive les sujets qui sont à l'ordre du jour de nos discussions d'aujourd'hui. Aussi, concernant notre plus grande priorité, je l'ai dit tout à l'heure, l'alimentation, un secteur me tient-il particulièrement à cœur, celui de l'élevage, parce que je parle du Niger. Savez-vous que dans mon pays, le Niger, qui a un des plus grands cheptels d'Afrique, nous importons du lait de France et de Hollande, que nos voisins immédiats importent leur viande d'Argentine et de Nouvelle-Zélande. Ces faits, aussi étonnants soient-ils, sont un faux paradoxe. Cette économie qui, par principe, des vases communicants génère la valeur ajoutée loin de l'Afrique, génère très peu d'emplois locaux et nuit à la production locale, donc à l'industrialisation de nos pays. J'invite tous les Africains, surtout les décideurs, à comparer la Nouvelle-Zélande et le continent africain dans son ensemble dans le domaine de l'élevage, de la production de viande et de produits laitiers et leur part dans l'économie et les exportations. Cela donne à réfléchir sur le potentiel industriel gigantesque de l'Afrique dans le domaine de l'alimentation. L'industrialisation que nous voulons pour l'élevage est celle qui permet de nourrir les Africains, de créer des emplois qualifiés et de qualité,
de rendre les produits laitiers et les viandes disponibles en quantité et en qualité à des prix abordables et compétitifs partout. Elle doit incorporer la valeur ajoutée locale et se faire dans le cadre de bassins régionaux naturels exploitant au mieux les ressources locales, induisant une coopération basée sur la complémentarité qui génère à son tour la solidarité. Au-delà de l'élevage, l'industrie est grande consommatrice d'eau. Nous avons de l'eau, mais elle est inégalement répartie sur le continent et nous serons nombreux à l'avenir. La gestion de nos réserves d'eau et la question climatique sont des enjeux critiques à garder en filigrane dans notre processus d'industrialisation. Pour que les biens, les personnes, les services et l'information puissent circuler, c'est-à-dire que le commerce et l'industrie fonctionnent, nous avons besoin de réseaux de transport et de communication adaptés qui interconnectent les grands bassins économiques et désenclavent les zones rurales. Les transports et les communications sont des facteurs prépondérants d'industrialisation et d'inclusion socio-économique. Aux grands problèmes, les grands remèdes. Pour connecter le continent africain dans tous les sens du terme et transporter les grands flux à moindres coûts économiques et environnementaux, le maillage progressif par un réseau de chemins de fer se déployant autour des grands axes continentaux connectant les réseaux régionaux et de proximité est la colonne vertébrale des moyens de transport répondant aux besoins africains aujourd'hui. Les grands axes, Alger-Le Cap, Dakar-Addis Abeba, Le Caire-Casablanca sont en plus de leur rôle économique des vecteurs d'intégration africaine. À l'autre bout du champ des transports, la géographie et le potentiel économique désignent plusieurs aéroports africains pour être ou devenir de grandes plateformes d'interconnexion continentales et mondiales. L'industrie et les transports sont gourmands en énergie, le président Moussa Faki l'a dit tout à l'heure. Aussi, la production industrielle, les activités humaines, les transports requièrent-ils un réseau cohérent de production et de distribution d'énergie dont le graphe se superpose à celui de ces activités de manière à assurer un développement, un fonctionnement, un développement optimaux au cours de la montée en puissance du continent. Le continent est riche de sources d'énergie, de toutes les formes d'énergie, les fossiles, le nucléaire, le solaire, l'éolienne, l'hydraulique, le locomotrice. Veillons à utiliser ces ressources d'énergie non renouvelables aussi pour investir dans les investissements renouvelables. C'était le sens de mon propos de tout à l'heure. Le système nerveux de notre continent doit être basé sur les télécommunications qui, avec les technologies de l'information, vont générer des emplois hautement qualifiés et sont de véritables amplificateurs d'industrialisation de valeur ajoutée. La résultante des progrès et avancées en physique, en sciences, en technologie de l'information, en biosciences et en mathématiques fait que nous assistons aujourd'hui à un basculement du monde vers le tout digital qui se fait à la vitesse vertigineuse dictée par la loi de Moore. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'industrialisation inclusive, solidaire et raisonnée que nous souhaitons ne peut pas être imposée et ne peut être le fait que d'une complémentarité vertueuse des secteurs publics et privés qui, seule cette complémentarité peut créer des emplois de qualité dans un tissu de petites et moyennes entreprises maillant le continent africain et répondant aux besoins réels de notre économie. L'État de droit doit par ailleurs favoriser et encadrer cette économie et impulser justement cette industrialisation. Pour promouvoir les petites et moyennes entreprises, il faut des politiques publiques claires et stables dans leur traduction dans les législations nationales, dans la formation de base, la professionnalisation des jeunes, la formation continue, la spécialisation ainsi que les passerelles, la protection des entreprises privées
avec une fiscalité moins complexe et des taux d'imposition revus en fonction des secteurs à développer, ainsi qu'une justice qui fonctionne de manière éthique. C'est absolument indispensable. L'accès au financement et aux garanties et un service bancaire fluide, moins de barrières non financières, c'est-à-dire moins de tracasseries. Car oui, un entrepreneur est d'abord et avant tout un gestionnaire de risques. Et il faut l'inciter à entreprendre en Afrique. Il ne faut pas l'entraver. La bonne gouvernance démocratique offre un environnement sécurisant et désinhibant des énergies entrepreneuriales, tout comme elle encadre et responsabilise les acteurs socio-économiques. Je disais qu'en ce qui concerne la méthode et la stratégie dans notre processus d'industrialisation, il ne fallait pas réinventer la roue, mais utiliser plutôt l'état de l'art en la matière, de façon à s'adapter à la réalité. De même, dans l'exécution, nous ne devons pas repasser par la case machine à vapeur. Nous ne sommes pas obligés de passer par les mêmes étapes ni d'emprunter les mêmes chemins que ceux qui nous ont déjà dévancés. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous. Dans le domaine des sciences et des technologies de l'information, nous pouvons faire un pas de géant et rejoindre les acteurs internationaux en profitant de l'aubaine de la grande bascule digitale en cours. Il faut le faire à temps, sinon nous allons subir au lieu d'agir. Nous pouvons le faire car dans le domaine des sciences et des technologies de l'information, nous sommes riches de la première des matières premières, la formidable quantité de cerveaux assoiffés de savoir de la jeunesse africaine. Il faut gérer et exploiter cette ressource en investissant massivement et qualitativement dans l'éducation, la formation, la recherche scientifique et spécialement dans les technologies de l'information et de la communication. Au-delà de la valeur économique et industrielle et son impact profond sur tous les aspects de notre vie, notamment la santé, la révolution digitale génère une nouvelle matière première que sont les données de qualité, les métadonnées et les data sciences. Pour faire face aux besoins en ressources humaines de notre socle industriel évoqué plus tôt, et j'insiste là-dessus, il nous faut continuer nos efforts et investir industriellement dans l'éducation de base, la formation professionnelle, l'enseignement universitaire et la recherche en utilisant l'éthique comme catalyseur et amplificateur. Nous devons couvrir de manière cohérente le spectre des sciences et des métiers de différents niveaux de maîtrise de manière à permettre au plus grand nombre de pouvoir s'adapter aux évolutions rapides des métiers. Il nous faut, en substance, industrialiser la formation. Je disais tantôt qu'on ne peut pas arrêter un fleuve. Laissons donc le fleuve couler. Aidons-le à couler. Libérons les énergies des entrepreneurs africains. Simplifions les démarches des investisseurs internationaux et des talents dont l'économie africaine a besoin. De tous les sujets dont nous pouvons discuter, il ne me semble pas qu'il y en ait de plus important que celui qui porte sur la problématique de notre industrialisation. Si nous avons subi les effets du Covid dans l'état qui fut le nôtre, où cela nous avait pris totalement au dépourvu, et si aujourd'hui nous subissons, comme c'est le cas, les effets d'une crise qui se passe là-bas en Europe, très loin de notre continent, et qui affecte notre alimentation et notre capacité à produire notre alimentation. Pas que notre alimentation, même notre capacité à la produire, parce que nous avons été dépourvus des engrais dont nous avons besoin. Il y a lieu de croire qu'il n'y a pas sujet plus important que celui de l'industrialisation. Et je veux conclure en nous demandant d'être ambitieux, car nous pouvons nous le permettre. Investissons donc
Et je reviens là-dessus, parce que j'aurais tort de ne pas le faire. Investissons donc dans l'éducation, en particulier dans les sciences, dans les mathématiques, à l'instar de ce que les Indiens ont fait à travers leurs instituts de technologie, sans que nous oublions les humanités. Moi, je suis littéraire de formation. Nous vivons un moment historique. Le train de la transition digitale est à quai devant nous. Ne le ratons pas. Prenons-le avec détermination. C'est la condition, en effet, mes chers frères, de notre industrialisation qui va donner son sens à la ZLECAf et qui puisse justifier que nous retrouvions aujourd'hui ici à Niamey pour parler de ces questions. Je vous remercie de votre attention.